deux ou trois remarques, je ne sais pas exactement. La première d'abord, par rapport à ce que le doyen Huglot a évoqué tout à l'heure sur l'absence d'effet direct horizontal des directives. Alors évidemment, la construction qui est celle de la Cour de justice et qui est la vôtre dans les arrêts du 13 septembre est une construction qui est fondée sur l'article 31. Mais alors la difficulté conceptuelle, c'est que toute la jurisprudence sur laquelle vous vous fondez est une jurisprudence qui a elle-même été élaborée, non pas sur le fondement de l'article 31, mais sur le fondement des directives. Donc, évidemment, on peut dire a posteriori que tout ça, tout est dans tout, toute la jurisprudence sur les fondements de la directive 93 et la directive de 2003 se retrouve finalement englobée dans l'article 31, mais il y a quand même un artifice, ce n'est pas une critique à votre rencontre et ni à l'égard des arrêts du 13 septembre en l'occurrence, mais il y a un artifice dans la construction intellectuelle de la Cour de justice à basculer de la directive à l'article 31. D'ailleurs, un artifice qui est tout à fait logique, c'est-à-dire conférer une portée plus large à ce principe de congé, mais malgré tout, encore une fois, la jurisprudence, elle a été élaborée, et encore l'arrêt Dominguez, indépendamment de l'article 31. Et donc, ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, enfin toujours d'ailleurs là-dessus, c'est que invoquer l'article 31 en s'abstrayant complètement de la directive, ça me paraît aussi un artifice du point de vue de la charte elle-même, la charte disant que pour qu'elle s'applique, pour que les articles de la charte s'appliquent, il faut qu'on soit dans une hypothèse où le droit de l'Union est mis en œuvre. Donc si on considère que la directive n'existe pas, on applique l'article 31 dans un domaine où finalement il n'y a pas de mise en œuvre des droits de l'Union, ce qui là aussi paraît un peu circulaire. Bon, mais ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, j'étais très intéressé par ce que vient de dire Sophie Romain-Olivier sur la question en fait, qui est une question fondamentale sur le débat qu'on va avoir, enfin sur tout le débat qu'on va avoir, qui est en fait, en réalité, à quelle date on doit se positionner pour savoir finalement quand est-ce qu'est né ce droit à congé payé au sens de l'absence de distinction qu'on fait par exemple entre congé pro et congé non pro. Parce qu'effectivement, quand vous étiez intervenu, monsieur le doyen, il y a quelque temps, vous nous aviez évoqué cette date du 1er décembre, effectivement, manifestement, on vous a entendu, et en tout cas en haut lieu, et puisque c'est cette date qui est reprise. Et moi, j'ai une difficulté là aussi avec cette date du 1er décembre 2009. Après tout, pourquoi pas, mais encore une fois, la question est de savoir quand naissent, quand sont nées ces véritables ces créances de congés payés que le salarié va réclamer. Est-ce qu'elles sont nées au moment où la charte est entrée en vigueur? Est-ce qu'elles sont nées au moment où on arrive à dater l'existence d'un principe essentiel, ce qui paraît compliqué? Est-ce qu'elles sont nées encore lorsque la jurisprudence... Enfin, plutôt, est-ce qu'elles sont nées à la date à laquelle la directive est entrée en vigueur, puisque la jurisprudence de la Cour de justice est censée faire corps, comme la jurisprudence française, avec la norme interprétée? Et en réalité, ce n'est pas une question théorique, c'est une question très importante, puisque la construction du législateur, telle qu'elle résulte de l'amendement, elle se fonde sur cette idée-là que finalement, ce serait le 1er décembre 2009. Or, encore une fois, l'article 31 de la Charte n'est qu'un véhicule pour permettre d'aller chercher des créances, mais des créances qui, à mon avis, naissent indépendamment de l'article 31. Je ne suis pas du tout certain que les créances soient nées au moment où, par la naissance simplement de la charte. Voilà, c'est les deux remarques que je voulais faire. Peut-être d'autres réactions avant de laisser... Merci. Alors, la question 2009 ou avant 2009, elle est pas théorique, mais il faudra quand même trouver le dossier qui permettra de la poser. Et donc, quelque part, il me revient, enfin, il m'appartient, j'imagine, de ramener un peu au ras des pâquerettes le débat après tous ces exposés très savants, très constructifs et très complets, en tant qu'avocat de terrain, en tant qu'avocat de salarié, tout simplement parce que pourquoi la jurisprudence est longue à arriver et à se construire, parce qu'il faut effectivement des plaideurs pour aller porter les questions. Donc aura-t-on réellement l'occasion pratique et concrète d'aller poser la question à des juges 2009, avant 2009 ou pas, ou d'arriver réellement à la poser de manière critique dans le cadre de l'examen de l'amendement, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que dans la décision, ce que j'avais envie de dire pour compléter ce qui a été dit, c'est que dans la décision du Conseil constitutionnel, on est quand même extrêmement frustré, encore une fois, d'une motivation extrêmement brève qui ne dit pas ce qu'est l'objet de la loi, pour pouvoir dire
qu'au niveau de l'égalité de traitement, on a une différence justifiée. Parce que votre état de santé se soit dégradé dans le cadre d'une origine professionnelle ou non, n'a aucune incidence sur votre besoin d'un repos et d'un droit à congé. Et on reste extrêmement bloqué sur cette évidence qui est complètement éludée dans la décision du Conseil constitutionnel, et en une phrase lapidaire, on ne vous dit pas ce qu'il en est, alors qu'au niveau du droit de l'Union européenne, les choses sont claires. Elles sont clairement dites. L'origine professionnelle ou non de la dégradation de l'état de santé et de l'arrêt de travail n'a aucune incidence sur la nécessité du droit à repos et à congé. C'était des choses simples, fortes, clairement dites. Et pourquoi est-ce que quand on arrive devant le Conseil constitutionnel, on embrouille les choses et on nous fait croire que la loi française à l'origine, les origines lointaines vous ont été rappelées, on aurait voulu créer une différence qui serait justifiée par quoi on passe à la trappe le sujet. Donc ça c'était juste en aparté, parce que tout a été dit de manière tellement complète, juste en aparté aussi, toujours sur cette décision du Conseil constitutionnel qui a été effectivement commentée elle aussi. Le doyen Huglot nous disait qu'il a lu beaucoup de choses assez folles peut-être sur les arrêts du 13 septembre, mais sur la décision du Conseil constitutionnel, on en a lu aussi des belles, et notamment par rapport à cette notion d'identité constitutionnelle de la France. Alors moi, humblement, je le dis, de ce que j'en ai compris, c'est que cette notion d'identité constitutionnelle de la France, elle n'avait... les mots ne sont pas dans la décision, bien sûr, et ne pouvaient l'être parce qu'il était question de la compatibilité d'un texte, enfin de deux textes français avec la Constitution française, et que la notion d'identité constitutionnelle de la France n'est mobilisable que lorsque le Conseil constitutionnel examine une loi de transposition d'une directive européenne, ce n'était pas le cas ici, et qu'il est question de ne pas réussir à trouver de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne, alors que là, en l'occurrence, tout le sujet, c'était qu'au contraire, le droit de l'Union européenne était plus protecteur, puisque garantissant aux salariés malades d'avoir son droit à congé. Donc voilà, tout ça pour vous dire, pour vous donner le fin mot, si vous lisez des choses sur l'identité constitutionnelle de la France, c'est passionnant, mais pas du tout sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ça a été hors sujet dans les commentaires qui ont pu être faits et qui les alléguaient. Pour répondre à monsieur le professeur Ricard, attention, je pense qu'il ne faut pas confondre la question de l'absence d'effet direct horizontal et la question de l'applicabilité de la directive. Ce sont deux choses différentes. La Charte des droits fondamentaux s'applique, c'est ce que dit son article 51, paragraphe 1, dès lors que les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union. Donc, à partir du moment où on est sur les congés payés, c'est-à-dire nécessairement sur la directive de 2003, nous sommes dans une situation qui relève du champ d'application de la Charte, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de la directive de 2003, même si cette directive de 2003 est mal mise en œuvre en droit français, mal intégrée, en tout cas partiellement. Mais il n'empêche que nous sommes clairement dans le champ d'application du droit de l'Union européenne dès que nous sommes sur les congés payés, puisque est applicable la directive de 2003. Après que la directive ne soit pas invocable dans un litige horizontal, ça c'est certain, mais ça ne se limite pas à ça, puisque d'abord la directive pourrait faire, c'est pas le cas dans notre cas de figure, mais pourrait faire l'objet d'une interprétation conforme, et puis la directive peut être à l'origine d'actions en responsabilité contre l'État, comme celles qui ont été engagées par un certain nombre d'organisations syndicales et qui ont donné lieu à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles de condamnation de l'État à réparer le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession en juillet 2023. Donc on est bien dans le champ d'application de la directive, et du coup nécessairement de la Charte, puisque l'État membre, quand il applique la directive, met en œuvre la Charte. Alors après, sur la distinction entre naissance du droit et invocabilité, je sais un peu comme ça j'ai compris les choses, et sur la question de la date du 1er décembre 2009, il me semble que nécessairement les droits naissent du fait de la directive, puisque les États membres ont une obligation d'intégrer la directive. Et s'il était possible de faire une interprétation conforme, les particuliers pourraient réclamer l'interprétation conforme du droit national
à la lumière de la directive. Et ils peuvent engager des actions en responsabilité contre l'État. En tout cas, avant les arrêts du 13 septembre, ils auraient pu engager des actions en responsabilité contre l'État en réparation du préjudice qu'ils subissent, eux, salariés, du fait de l'absence d'intégration correcte de la directive. Donc il me semble que les droits naissent nécessairement depuis, en tout cas, la fin de la période de transposition de la directive de 93, donc si je me rappelle bien, c'est 96. Et après, il y a une autre question qui est la question de l'invocabilité. Alors, il est certain que dans un litige horizontal, l'invocabilité n'a été reconnue que par les arrêts du 6 novembre 2018, mais comme je l'ai dit, qui ne limite pas à l'avenir cette reconnaissance des faits directs, et donc nécessairement, on retombe sur la date à laquelle la Charte des droits fondamentaux s'est vue reconnaître un effet juridique obligatoire. Elle est annexée au traité de Nice, elle est de 2000. Mais en 2000, dans le traité de Nice, les États membres n'ont pas souhaité donner à la Charte une valeur juridique obligatoire. Bon. Il était évident que délivrer une charte de droits fondamentaux à des juristes et penser qu'ils n'allaient rien en faire était absolument illusoire. Toujours est-il qu'avec le traité de Lisbonne, les choses sont claires, l'effet juridique obligatoire a été reconnu. Donc c'est pour ça qu'on remonte au 1er décembre 2009. C'est l'analyse qui figure dans l'avis d'assemblée du Conseil d'État, et c'est la date qui a été retenue par le gouvernement dans son amendement gouvernemental. Alors après, sur les arrêts du 6 novembre 2018 et sur le fait que l'article 31, paragraphe 2, certes ne renvoie pas à des actes complémentaires, mais qu'il a quand même besoin d'être précisé, notamment précisé par la directive, ça c'est exact. Mais c'est un mode de raisonnement que la Cour de justice avait déjà fait dans les années 2000 en matière de discrimination en raison de l'âge. Elle avait déjà dit qu'il y avait un principe général du droit de l'Union européenne en matière de discrimination en raison de l'âge qui était concrétisé par la directive du 27 novembre 2000 et donc c'est le même mode de raisonnement. J'observe d'ailleurs qu'elle a également, dans l'arrêt Egenberger, reconnu comme étant des faits directs, l'article 21 de la directive, qui est l'article de la Charte des droits fondamentaux, pardonnez-moi, qui est l'article sur le principe de non-discrimination. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 articles de la Charte qui sont des faits directs, 21, 31, paragraphe 2 et 47, 47 c'est le droit au juge, on sépare du droit matériel, les 2 articles de droit matériel sont justement des articles de droit du travail. C'est quand même assez intéressant de le noter. Alors après, sur la question de l'identité constitutionnelle de la France pour achever cette notion, je l'espère. C'est une notion qui a été créée par le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi d'une loi d'intégration d'une directive. Et ça ne vaut que pour le droit dérivé de l'Union européenne. Ici, nous sommes sur l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux, qui est du droit primaire, puisque c'est annexé au traité de Nice, qui a été ratifié par le Parlement français après avis du Conseil constitutionnel, et de même le traité de Lisbonne, qui a conféré valeur juridique obligatoire à la Charte, a été évidemment ratifié par le Parlement français après avis du Conseil constitutionnel. Par conséquent, il est rigoureusement impossible aujourd'hui pour le Conseil constitutionnel de venir contrôler la conformité à l'identité constitutionnelle de la France de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux et de la jurisprudence subséquente de la Cour de justice, que les choses soient claires. Non, sur justement ce qui vient d'être dit à l'instant même, sur le fait que la Cour de justice avait déjà utilisé cette référence, cette méthode par laquelle elle combine un principe général et une directive. Et je suis entièrement d'accord avec Julien Icart pour dire que c'est très mystérieux cette combinaison. Mais en tout cas, je vais peut-être revenir un peu là-dessus, mais sur ce fait-là, on était avant le traité de Lisbonne, enfin l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et pourtant la Cour disait on peut trouver un moyen pour contourner l'absence d'effet direct horizontal d'une directive en passant par la référence à un principe général. Ce qui est curieux, c'est que justement dans les arrêts de 2018, Max Planck et Bauer, les 2 arrêts utilisent cette même méthode d'abord. Ils utilisent cette méthode en ramenant, comme dans l'arrêt de Mangol, tout un ensemble de références internationales et européennes pour dire il y a un principe essentiel. Alors c'est un peu bizarre, c'est que ce n'est pas un principe général. Et la terminologie de la Cour, on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. D'un côté, il y a principe essentiel et non pas principe général, et de l'autre, il y a aussi la référence à la Charte qui s'ajoute, mais elle n'est pas, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire qu'il y a des paragraphes de l'arrêt où on a d'abord cette identification d'un principe essentiel et ensuite
la Cour dit, et en plus, quelque chose de cet ordre, et en plus la charte. Donc on ne sait pas comment ça s'articule. Alors c'est vrai que j'admets bien qu'ensuite, dans la jurisprudence qui a suivi 2018, depuis, cette référence au principe essentiel a été évacuée et on n'a plus que la référence à l'article 31, paragraphe 2, comme si la Cour avait eu besoin d'un moment pour soutenir l'article 31, paragraphe 2 comme droit fondamental, où elle s'est entourée de ces références internationales, et puis ensuite, c'est comme si elle s'était débarrassée de l'échafaudage. Et puis, ça tient tout seul maintenant. Ça tient sur la charte. Mais seulement, ça nous pose quand même une difficulté parce que, est-ce qu'elle veut dire par là que ça découle, que ce droit fondamental découle de la force juridique de la charte qui n'existe réellement que depuis que le traité de Lisbonne est entré en vigueur? Ça, moi, j'en suis pas sûre. Enfin, je pense que c'est raisonnable de le penser. Je pense qu'il serait raisonnable d'aboutir à cette solution, mais je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Enfin, je pense qu'elle n'est pas complètement stable. La deuxième chose, juste vite, parce que je sais qu'il y a d'autres choses à dire, mais sur l'articulation, en effet, de la référence à la charte ou à un principe général avec une directive, c'est vraiment c'est compliqué à comprendre, parce qu'on s'imagine, je pense que les juristes français ont en tête, et d'autres juristes d'ailleurs, pas juste les Français, qu'un droit fondamental est mis en œuvre. Donc on a d'abord le droit fondamental, ou le droit constitutionnel, la référence générale, ça, et ensuite une mise en œuvre qui est faite, donc une concrétisation qui est faite par la loi. C'est ça qu'on entend. Donc effectivement, là, on a la charte et on s'attend à ce qu'ensuite la directive arrive et concrétise les droits. Alors c'est pas comme ça que ça se passe, parce que la charte elle-même, elle a construit les droits fondamentaux à partir des références qui étaient présentes dans le droit de l'Union, donc à partir des directives en particulier. Donc la charte elle-même, elle tient sa force de l'existence des droits qui étaient déjà présents. Il y a une sorte de rotation comme ça. En effet, ça tourne sur soi-même. Et c'est vrai que c'est assez curieux, parce qu'on pourrait se dire, bon, dans certains cas, la Cour de justice se passe des directives puisqu'elles n'ont pas d'effet. Dans la relation en cause, la directive n'a pas d'effet, donc on s'en passe et on part sur le principe général ou sur le droit fondamental. Mais ensuite, elle y revient, puisque précisément, elle a besoin du texte pour la mise en œuvre, parce qu'il tient soi-disant tout seul, mais pas si bien que ça, il a besoin des éléments. Donc c'est vrai qu'on est mal à l'aise avec ce raisonnement, c'est un raisonnement un peu circulaire et qui peut se comprendre, à mon sens, parce qu'il y a une instrumentalisation vraiment du droit fondamental ici. Pourquoi la Cour de justice fait ça? Elle le fait parce qu'elle ne veut pas donner d'effet horizontal aux directives, elle préférerait reconnaître l'effet direct horizontal de la directive, ça serait plus simple que de passer par le droit fondamental, mais elle ne le fait pas parce qu'elle ne veut pas statuer contra legem, c'est ce que nous a dit la juge Préchal la dernière fois, parce que l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union distingue les règlements et les directives, que les directives ne sont pas censées avoir d'effet direct, en particulier pas d'effet direct horizontal, pas d'effet direct du tout d'ailleurs, il y a juste l'effet direct sanction contre l'État, mais pas d'effet direct. Donc c'est ça que la Cour de justice n'arrive, c'est pas là que la Cour de justice n'arrive pas à franchir. D'où l'utilisation du droit fondamental. Mais c'est vrai que ça rend les choses, du point de vue juridique, quand même compliquées et peut-être pas très rigoureuses, pas très satisfaisantes pour la compréhension justement de questions qui sont après concrètement très importantes, pratiquement très importantes, de savoir à quand remonte l'existence, la reconnaissance de ce droit fondamental. Quand est-ce que bon, je ne vais pas sur l'identité constitutionnelle. À mon avis, il y a peut-être un peu plus à dire, parce que je pense que les juges ordinaires pourraient dire. Enfin, l'identité constitutionnelle, si elle était reconnue, elle permettrait à des juges de dire, en fait, on atténue le principe de primauté du droit de l'Union. Parce que c'est ça que dit la Cour de justice. Bon, enfin, en fait, on peut atténuer, il y a une manière d'atténuer la primauté qui est si vraiment l'identité constitutionnelle est en cause. Et il me semble que ça, c'est... Mais c'est à elle de le dire. Oui. C'est à elle, la Cour de justice. Oui, c'est à elle de l'admettre ensuite, si c'est contesté. Mais l'identité constitutionnelle, ce sont les États qui vont d'abord dire ça relève de notre identité constitutionnelle. Après, c'est pas toujours accepté par la Cour, on est d'accord. Mais en tout cas, il revient aux États de dire notre identité constitutionnelle est en cause. Et là, on a un article 4 du traité sur l'Union qui, effectivement, il y a une réserve de l'identité constitutionnelle. Donc, la primauté du droit de l'Union pourrait céder. Et ça, c'est pas juste, à mon avis, c'est pas juste dans les cas où il y a une question de transposition des directives. Il me semble que ça pourrait être plus large. Mais là il n'en est pas question, on est d'accord. Ouais. Dans notre cas, non.